Très bien. Donc, je remercie tout d'abord donc mes amis du bureau pour cette session oncologie. Et je vais essayer de traiter avec vous, après donc l'immunothérapie, la place des anti-EGFR dans le cancer du poumon, et plus particulièrement essayer de mettre le point sur l'état actuel des choses au niveau du Maroc. Alors, Madame Saïr m'a précédée, elle a parlé du Globocans. En fait, c'est des statistiques de l'OMS, et vous voyez très très bien ici au Maroc, tout sexe confondu, le poumon vient immédiatement après le sein avec une prévalence de 12,4%. Et chez les sujets de sexe masculin, il se taille la part du gâteau avec plus de 6000 nouveaux cas par an. Et ce qui est intéressant à souligner au Maroc, c'est que bien que ce soit le deuxième cancer, ça reste le cancer le plus létal, le plus mortel. Regardez avec moi, 7353 nouveaux cas de cancer et 6551 décès par an. Donc on est vraiment au même point qu'au début de mes études. C'est ce que nos maîtres nous disaient, autant de diagnostics positifs que de décès. Et donc là, je vous ai mis ici, au niveau régional, alors je vous ai mis ici les chiffres de 2021 du service d'oncologie médicale du centre dans lequel je travaille. En 2021, et malgré la pandémie, on a enregistré 200 nouveaux cas de cancer du poumon. Donc là aussi, on a les mêmes chiffres, 13%, juste après le sein, une nette prédominance masculine, mais ça, je ne vous apprends rien. Une maladie qui est d'emblée métastatique au diagnostic ou localement avancée, plus de 80% sont des métastatiques. Et donc vraiment, comme vous l'avez dit, vous le savez très bien, c'est pas très glorieux tout ça. Et puis est venu le GFR et on va essayer de comprendre quel est le rôle de l'EGFR dans le cancer du poumon. Le GFR pour Epidermal Growth Factor Receptor, c'est un récepteur transmembranaire. Alors si je peux avoir le pointeur, ce serait super. J'ai vu un pointeur quelque part tout à l'heure. Dans l'ordinateur. Oh, il est là mon ordinateur. Donc, je vais essayer de faire avec l'ordi. Donc c'est la famille des HER. Donc, le GFR, le voilà, la grande famille des HER, qui montre quatre protéines transmembranaires. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette GFR? Il va y avoir des ligands. Et quand le ligand va se lier à son récepteur, on va avoir une espèce d'activation, une cascade de signalisation qui va coder un petit peu tous ces éléments. C'est-à-dire, elle va réguler la prolifération tumorale, ou la prolifération cellulaire si vous préférez. Elle va donner une capacité d'invasion locale à la cellule. Elle va entraîner une résistance à l'apoptose et un développement de néovascularisation. Et donc, ces récepteurs transmembranaires, regardez ici, le domaine intracellulaire est un domaine tyrosine kinase. Retenez un domaine tyrosine kinase. Et donc, ce qui va se passer, c'est quand on va avoir une modification de ce récepteur, on va avoir une activation qui va se faire indépendamment de la liaison avec le ligand. Et quand je dis une activation indépendante de la liaison avec le ligand, et donc une activation permanente, vous vous rappelez, prolifération cellulaire, résistance à l'apoptose et tout ça, et donc la cellule cancéreuse va s'emballer. Et on s'est rendu compte que ceci se produit dans un certain nombre de cancers, dans le poumon, vous le savez bien, sinon je ne sais pas, mais également dans le pancréas, dans le sein, dans le côlon, etc. Et ces mutations vont se produire au niveau du domaine tyrosine kinase entre l'exon 18 et l'exon 21, principalement l'exon 21. La délétion de cet exon et la substitution, ça représente à peu près 90% des mutations. On s'est très vite rendu compte qu'on n'était pas tous égaux, enfin les patients porteurs de cancer de poumon n'étaient pas tous égaux par rapport à la présence de cette mutation. On les voit beaucoup plus dans les cancers bronchiques non à petites cellules non épidermoïdes, c'est-à-dire les adénocarcinomes. On les voit beaucoup plus dans la population asiatique, 30 à 50% versus les caucasiens, les européens, 10 à 15%. On les voit beaucoup plus chez les non-fumeurs et chez la femme. Et donc, de ce fait, est venue l'idée très logique que si on arrivait à cibler ce récepteur, on pouvait traiter le cancer. Et ça a commencé très tôt, des années 80. Et pour cibler le GFR, on va aller dans le domaine de la tyrosine kinase, ou bien on va où il y a les anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux vont agir, si vous le permettez, au niveau extracellulaire, et les anti-EGFR, enfin les TKI, vont agir au niveau du domaine tyrosine kinase. Bien.
Alors là, ces diapos, c'est juste pour vous montrer la différence entre la population française, ça c'est tiré du groupe français, où on voit que la mutation EGFR représente 11%, et la population asiatique, c'est une grande étude de 2018, on voit la large prédominance de la mutation EGFR, qui représente ici 70%, mais c'est quand même des patients sélectionnés, hein, peu fumeurs ou non fumeurs et des femmes. Et regardez ici, je vous ai mis un petit peu, à partir de ce moment-là, on a vu se développer beaucoup d'études qui sont positives et qui vont entraîner des recommandations de traitement de première ligne des thérapies ciblées. Alors les thérapies ciblées, en vert vous avez les anti-EGFR avec les inhibiteurs de la tyrosine kinase, mais également les anticorps, le seul anticorps qui a l'AML. Et on a vu se développer au fur et à mesure les indications en première ligne, le gefitinib en première ligne dans le cancer bronchique non à petites cellules métastatiques ou avancées en première ligne, c'est-à-dire c'est ce qu'on va donner en premier chez les patients mutés, et puis on va voir que les recommandations vont aller en s'élargissant. N'oublions pas que quand on fait une recherche mutationnelle, on doit également rechercher le réarrangement ALK, mais également le ROS1, là où ça se vient effectivement d'une personnalisation de la prise en charge. Alors parmi les études les plus importantes et les plus grandes études, c'est l'étude IPA, c'est une étude asiatique qui a comparé le gefitinib, donc l'IRESA, et le classique carbopacli. C'est une étude de phase 3, multicentrique, randomisée, ouverte, en groupe parallèle, qui a comparé donc les deux stratégies thérapeutiques, qui a pris plus de 1000 patients, plusieurs centres, Japon, Indonésie, Chine, Philippines, Singapour, etc. Et donc le clinique principal était la survie sans progression. Et puis il y avait un certain nombre d'autres critères, toujours adénocarcinome, stade 3B ou 4, non-fumeurs ou des petits fumeurs. En critère principal, en fait, c'était une étude de non-infériorité, et on voit déjà que en critère principal, eh ben, le taux de survie sans progression à 12 mois du groupe gefitinib, 24,9% versus 6,7% pour carbopacli. Donc cette étude a montré que c'était pas, non seulement ils n'étaient pas inférieurs, mais ils étaient même supérieurs au doublé classique. Et donc cet effet-là était positif et intéressant et significatif dans le groupe muté, mais il est totalement négatif dans le groupe non muté. Alors ici vous avez le groupe muté, je suis désolée, j'ai du mal avec, voilà. Ici vous avez le groupe muté, on voit bien qu'il y a une survie sans progression qui est significativement meilleure dans le groupe gefitinib. Ici le groupe non muté, eh ben, elle était moins bonne. Et donc là, donc du coup, on voit que on peut discuter le traitement en première intention de gefitinib par rapport à carbopacli avec une survie sans progression qui est prolongée, et même les critères secondaires étaient positifs, mais chez des patients sélectionnés, c'est-à-dire qui présentent une mutation sensibilisante EGFR. Et donc après, il y a une pléthore d'études, hein, là vous avez, qui ont toutes plus ou moins la même chose, gefitinib versus gemcitabine cisplate, ou alors gefitinib versus carbopacli, donc un certain nombre d'études qui ont conduit l'ASCO. Alors l'ASCO, c'est la société américaine hein, d'oncologie, a déjà en 2011, si je vois bien, oui c'est ça, déjà en 2011, eh ben, l'ASCO préconise les TKI anti-EGFR comme traitement de première ligne chez des patients porteurs d'un cancer bronchique non à petites cellules, localement avancé, dans le stade avancé, chez des patients en muté, en première ligne, c'est-à-dire on leur donne pas de chimiothérapie, on y va direct en thérapie ciblée. Hein. Et l'ESMO, donc l'ESMO c'est les Européens, et ben ils ont emboîté le pas aux Américains un peu plus tard, en 2014. C'est une recommandation A avec un niveau d'évidence élevé, recommandé en première ligne les TKI, les inhibiteurs de la tyrosine kinase comme traitement préféré chez les patients mutés, porteurs d'un carcinome bronchique non à petite cellule avancé. Une autre recommandation, là aussi très forte, toujours sur le même papier, même les patients qui n'ont pas pu avoir les TKI en première ligne, eh ben, on leur proposera une TKI en deuxième ligne après la chimiothérapie. Alors, les anti-EGFR, qu'est-ce que c'est que les anti-EGFR? Alors, vous voyez ici, je vous ai remis la diapositive que j'avais mise tout à l'heure, hop, elle a sauté. Alors, on a développé un certain nombre de GFR, alors vous avez plein de noms, c'est tout ce qui est en petit carré vert. Ça a commencé avec l'erlotinib et puis la fatinib, et puis au fur et à mesure des études, on a élargi les indications jusqu'à aujourd'hui, on va le voir, des indications dans les traitements localisés.
Alors, comment on va aller cibler cette GFR, soit en inhibant le domaine tyrosine kinase, donc c'est les TKI pour inhibiteurs de la tyrosine kinase, et on va voir qu'il y a plusieurs générations, ou alors en ciblant le domaine extracellulaire de l'EGFR en donnant les anticorps monoclonaux. Je ne vais pas trop parler des anticorps monoclonaux anti-EGFR parce que je pense qu'ils ne sont pas disponibles ici au Maroc, mais de toute façon, le seul qui a eu l'AMM, c'est le necitumumab, qui est approuvé pour les carcinomes épidermoïdes associés en chimiothérapie. Alors, il y a les anti-EGFR, les TKI de première génération, c'est le gefitinib et l'erlotinib. Vous avez beaucoup d'études qui ont prouvé la supériorité de ces molécules-là dans le traitement des cancers bronchiques monocytes cellules mutés EGFR avec une mutation sensibilisante, rappelez-vous celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, versus la chimiothérapie classique avec dans tous les critères que les oncologues utilisent, avec une survie globale moyenne de 13 mois versus 4 mois pour dans la maladie métastatique. Donc, elle a eu des recommandations FDA en 2009 et en 2013 comme traitement de première ligne. L'anti-EGFR de deuxième génération, donc je vais parler de l'afatinib avec les 3 grands essais cliniques LuxLink 2, 3 et 6, avec un taux de réponse objectif qui est très intéressant, 67% versus 23% de survie sans progression pour les malades. Donc porteurs d'un carcinome bronchique non à petite cellule avec une recommandation de la FDA en 2013. Et puis, on s'est rendu compte rapidement que les patients qui prennent ces TKI-là, ils vont finir tôt ou tard de développer des résistances. Et donc, cette résistance est une autre mutation. Et la plus importante, c'est la mutation de résistance T790M. Alors, pour cette mutation T790M, il y a le développement d'une TKI de 3e génération, c'est l'osimertinib, qui va cibler de manière sélective cette résistance. Et donc, elle a été approuvée par la FDA comme traitement après progression des patients sous TKI, et les résultats étaient tellement bons qu'il y a eu une extension de la recommandation, toujours par la FDA, en première intention dans les cancers bronchiques non à petites cellules mutées, parce que l'osimertinib faisait encore mieux que le gefitinib et l'orlistinib, avec une survie sans progression de 18 mois versus 10 mois pour les autres TKI. Et puis, il y a tout récemment le développement de TKI anti-EGFR qui va cibler une mutation qui est beaucoup plus rare que les autres, c'est la mutation de l'exon 20. Et là, regardez, je vous ai mis ici toutes les molécules avec l'indication, c'est toujours la même chose, carcinome bronchique non à petite cellule stade avancé avec une mutation sensibilisante, avec les études qui les ont prouvées et les recommandations FDA qui s'en ont suffi. Mais il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait un élargissement des recommandations. Alors cette étude-là, elle a été présentée en plénière dans le congrès américain en 2020, et c'est l'essai ADORA. Alors l'essai ADORA, ils ont pris des patients, à peu près 680 patients qui ont été opérés pour des carcinomes bronchiques non à petites cellules. Donc, c'était des stades localisés, stade 1B, 2 ou 3A, et ils les ont randomisés en 2 groupes. Un groupe, ils ont reçu l'osimertinib, rappelez-vous, le TKI de 3e génération. Un autre groupe a reçu le placebo, et puis on a évalué, le jugement principal était la survie sans récidive. Alors, que les patients aient reçu ou pas une chimiothérapie adjuvante, quel que soit le type de mutation, quel que soit le caractère fumeur ou non fumeur, asiatique ou non asiatique, et les groupes ont été comparés. Et on s'est rendu compte qu'il y a une réduction significative, voire un bénéfice majeur de l'osimertinib avec une réduction du risque de récidive pour les tumeurs stade 2 à 3A, opéré de 83% par rapport au placebo. Et ces niveaux de différence de survie est parmi les plus élevés qui ont été rapportés en oncologie. Il faut savoir que la survie sans récidive à 2 ans était de 90% avec l'osimertinib versus 44% avec le placebo. Donc il faudrait quand même qu'on s'attende à ce qu'il y ait un élargissement des indications, peut-être en adjuvant. Alors, qu'en est-il au niveau des TKI, au niveau local, au niveau marocain? Alors, avant de répondre à cette question, quel est notre statut mutationnel? Est-ce qu'on est proche des Asiatiques ou est-ce qu'on est proche des Européens? Eh bien, on a essayé de voir ça en commençant par faire d'abord une revue de la littérature, une méta-analyse. On n'a retenu pas beaucoup d'articles, uniquement 10 articles, libanaises, turques, égyptiennes, etc., qui montraient que finalement, on était intermédiaire. Certaines études montraient des fréquences très importantes, 44% et 37% chez les Turcs, et puis dans les environs de 12-22% dans les autres pays.
mais quand même, les études n'étaient pas très très fortes. Hein. Il y avait des petits effectifs, 50, c'était souvent des études rétrospectives. Comment a été recherchée la mutation, c'était pas bien décrit. Donc, elles sont pas très fortes statistiquement, ces études. Et puis, on a essayé de faire au niveau local, parce que je vous ai montré qu'il y a quand même au niveau local, ça c'est exactement ce qui se passe au Maroc. Au niveau local, quel est le statut mutationnel? On a choisi les adénocarcinomes pulmonaires métastatiques de notre série. Hein. Et donc, on a pu réaliser la recherche mutationnelle chez 177 patients porteurs d'adénocarcinome pulmonaire primitif métastatique. On a trouvé que 41 patients d'entre eux étaient mutés, ce qui nous fait une fréquence de 23,16%. Et la majorité, parmi les patients mutés, on a 63% de femmes et 71% de non-fumeurs. Et les mutations qui ont été retrouvées, c'était la mutation de l'exon 19 et après la mutation de l'exon 20. Quand on compare nos résultats au reste de la littérature, on se rend compte, là on est tout en bas, 23%, on se rend compte que la fréquence de mutation EGFR est plus importante par rapport aux Français, ou Hollandais, mais elle est moins importante que celle des sujets asiatiques. Donc je pense qu'on est dans l'intermédiaire. Un élément important également à souligner, c'est qu'on a trouvé là aussi la mutation la plus fréquente, c'est la délétion de l'exon 19, un peu comme la littérature. Mais ce qui nous a étonné, c'est qu'on a une proportion beaucoup plus importante de la mutation de l'exon 20 par rapport aux séries. Et donc là, ça peut être une piste intéressante. Alors là, pareil, on a trouvé les mêmes caractéristiques que ce qui est dans la littérature, une prédominance de femmes, de non-fumeurs et de non-fumeurs. Donc parmi les patients qui ont été mutés, donc 15 ont pu recevoir une TKI en première intention, soit 36%. C'était surtout de la fatinib. Et quand on a quand même analysé, même si c'est pas très important en patient, et ben la survie sans progression des patients mutés qui ont reçu les TKI était meilleure par rapport aux patients non mutés, 9,7 mois versus 6 mois, et la survie globale était également plus intéressante, 18 mois versus 9 mois. Donc la première conclusion de cette première étude prospective, c'est que dans notre population, on aurait une proportion de mutations EGFR plus importante que les caucasiens, mais moins importante que les asiatiques, donc on est intermédiaire. On a un taux élevé de la mutation exon 19, c'est une mutation sensibilisante, c'est-à-dire qu'on va espérer une réponse positive avec les TKI. Et puis, il est clair, et c'est là aussi je lance donc une invitation à des études multicentriques. J'ai des amis tunisiens avec nous, j'aurais aimé avoir les autres, donc pour faire des études multicentriques, parce qu'il est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. Et donc cette première étude qui n'est pas encore finie, elle a donné lieu à 2 articles, celui-ci qui a fait la revue systématique, donc la revue de la littérature, et puis une autre qui est beaucoup plus intéressante, c'est une qui vient d'être publiée, qui a essayé de corréler la mutation à l'aspect anatomopathologique de l'adénocarcinome. On s'est rendu compte qu'il y avait une relation positive avec l'adénocarcinome papillaire et acinaire, et l'effet était négatif avec les adénocarcinomes solides. Je vous laisserai ces articles si vous êtes intéressés. Alors, au Maroc, qu'est-ce qu'on a? On a les TKI anti-EGFR de première génération, c'est-à-dire l'erlotinib, le Tarceva, qui coûte 20 000 dirhams par mois, et récemment un générique qui coûte 10 000 dirhams. On a l'Iressa, le gépitinib, qui coûte 20 000 dirhams par mois, et sachez que les TKI de première génération sont remboursés par les mutuelles, CNSS, CNOPS et mutuelles privées. Les TKI de deuxième génération, l'afatinib est disponible au Maroc, il coûte 20 000 dirhams par mois, et les TKI de troisième génération, donc l'osimercinib, le Tagrisso, il est également disponible au Maroc, mais c'est une ATU, il est vachement cher, il est très cher, 60 000 à 70 000 dirhams par mois. Sachez que les TKI de deuxième et troisième génération ne sont pas remboursés, mais ils peuvent faire l'objet d'un dossier de demande de remboursement auprès de l'ANA. Alors, pour finir ma présentation, je voulais partager avec vous le cas d'une des premières patientes qui ont bénéficié d'une TKI au niveau de notre centre. C'est une dame de 57 ans, elle est enseignante, elle a une prise en charge, elle n'a jamais fumé, mais elle a une sœur qui est suivie pour un poumon ALK réarrangé. En 2015, elle fait des expectorations hématoïques, on lui fait un scanner, vous voyez très très bien avec moi, un processus tumoral qui fait à peu près 7 cm avec des adénopathies médiastinales et des lésions nodulaires contralatérales. Et donc là, on confirme l'adénocarcinome bien différencié, et la recherche de mutation par technique de PCR trouve une délétion de l'exon 19. On est donc devant une jeune dame, non tabagique, bon état général, qui fait un adénocarcinome pulmonaire
donc qui fait un adénocarcinome pulmonaire primitif de nouveau stade 4 et qui est muté EGFR. Donc en mars 2015, on la met sous TKI anti-EGFR, donc elle va recevoir du Tarcévan avec une tolérance qui était bonne. Et regardez-moi la réponse radiologique à 3 mois et à 6 mois, et puis elle reste stable. Pitié. Et puis elle reste stable. En 2017, elle fait apparaître des céphalées, pour laquelle on fait un scanner cérébral, on lui trouve 3 lésions tumorales. Est-ce qu'il y a un micro qui est allumé? Donc on lui trouve 3 lésions tumorales, temporale gauche et frontale droite, et le reste du bilan est négatif. Et donc vous voyez avec moi, entre mars 2015 et août 2017, je suis sur une survie sans progression de 30 mois pour une maladie qui était d'emblée métastatique. Donc, au vu de ces métastases cérébrales, elle reçoit une radiothérapie cérébrale stéréotactique et on la maintient sous un TKI, mais on lui donne de la 2e génération, tout bonnement parce qu'on n'avait plus de Tarceva à ce moment-là au CHU. Elle reste bien jusqu'en décembre 2017 où elle fait apparaître des hémoptysies. Le scanner montre une progression des lésions avec l'apparition de lésions osseuses et on rebiopsie la tumeur parce que là, l'idée c'est que puisqu'elle reprogresse sous TKI, est-ce qu'elle a développé la mutation dont je vous ai parlé? Donc effectivement, elle est mutée T790M+. Donc une deuxième survie sans progression entre l'apparition des métastases cérébrales et la progression tumorale de 6 mois. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas de TKI de 3e génération au Maroc en 2017. On lui met une chimiothérapie d'attente avant la poursuite de prise en charge. La patiente, elle a eu la chance de la famille en Italie, donc elle est partie en Italie pour recevoir l'osimertinib. Alors, la patiente, je viens d'apprendre qu'elle est décédée en février 2022. Mais, le diagnostic a été posé d'une maladie métastatique en mars 2015. Elle a reçu des TKI de 1re génération. Et puis, elle a fait développer la mutation. Si je donne la survie globale et la survie globale de cette malade qui est d'emblée métastatique, elle est quand même de 7 ans. Je vous invite à lire le plan national de prévention et de contrôle de cancer qui fait suite au premier plan et qui met le point sur un élément très important et qui me tient à cœur, c'est l'équité. L'équité de traitement pour tous nos patients. Je préfère ça, je promets, je vais crier fort. C'est l'équité des soins par rapport à nos patients. Et donc, pour avoir cette équité des soins, il faut vraiment il y a des défis à avoir. On a aujourd'hui la preuve que les TKI ont prouvé leur supériorité par rapport à la chimiothérapie. C'est une véritable révolution dans le cancer. On sait aujourd'hui que notre population, au moins 20% de notre population serait porteuse de cette mutation EGFR et qu'elle est sensible, qu'elle est porteuse d'une mutation sensible. Donc, ma foi, c'est un véritable chantier à entreprendre. Avoir des recommandations claires sur les recherches mutationnelles, pour qui on doit demander ces mutations. Et ces recherches mutationnelles, ce n'est pas uniquement la recherche de la mutation EGFR, mais c'est également la recherche des réarrangements ALK et des autres mutations. Il faut qu'on mutualise nos moyens, avoir des plateformes dédiées pour la biologie moléculaire. Il faut travailler sur les dossiers de remboursement. Les dossiers de remboursement sur la recherche de mutation EGFR. Une mutation EGFR, ça coûte 4000 dirhams pour réaliser la biologie moléculaire. 4000 dirhams non remboursés. Le réarrangement ALK, c'est 1000 dirhams. Donc si on veut faire au moins EGFR ALK, c'est 5000 dirhams. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc il faut vraiment qu'on travaille sur les réemboursements. Il faut que nos nouvelles thérapeutiques soient accessibles à tout le monde. Je n'ai pas le droit de privilégier un patient par rapport à un autre. C'est déontologiquement pas bon. D'accord? Et puis travailler sur les coûts et remboursements. Je vous remercie. Pour finir, vous avez tout ça. Juste un mot pour finir. Il vient d'être publié tout récemment le guide de prescription des anticancéreux de 2021 pour ceux qui sont intéressés, où on voit un petit peu la manipulation de ces médicaments. Donc il est à disposition. Je vais essayer d'en remettre quelques copies à Dr Tbaï dès que je les reçois. Je pense que vous êtes au courant sur ce travail. Et voilà, et je vous remercie. Une question ici, s'il vous plaît. Merci, professeur, c'est très clair. Moi, sur
sur votre diapo sur les prix, où il y a les prix, j'ajouterai le prix de tabac avec les taxes, la différence des taxes mises de côté par l'État. Parce que c'est un problème qu'on oublie. C'est vrai qu'il y a une dynamique positive sur la recherche, mais on est un petit peu bloqué par rapport au remboursement. Par rapport à la recherche de mutation, c'est un patient, il faut payer, il faut voir s'il y a une assurance qui va rembourser. Donc je pense que nous, on doit faire des efforts pour sensibiliser, pour quand même, l'État, elle prend des taxes, elle met de côté d'argent, qu'il n'est pas utilisé pour les malades. C'est pas normal. Partout dans le monde, donc la différence de l'argent, elle est étudiée. La recherche, donc c'est plutôt une petite révolte. Même le micro se révolte. Je sais pas si vous... On est en train de nous dire que le cancer du poumon est un fléau, qu'il y a beaucoup de décès. Si on comptabilise la prise en charge, mais pas uniquement la prise en charge médicale, l'absentéisme, la perte de travail, les familles, tout ça, eh ben, c'est beaucoup plus cher. Et je suis totalement d'accord, mais c'est à nous d'aller défendre nos dossiers auprès de l'ANAM, auprès des responsables, quels que soient ces responsables. Donc voilà, c'est même pas sensibiliser, c'est exiger, c'est une exigence aujourd'hui. Oui, Madame Sen. Oui, juste pour te conforter par rapport au prix, j'étais un petit peu préoccupée par les prix demandés pour les GFR, pour l'âge et les autres. Maintenant, avec les nouvelles technologies des NGS et des analyses séquentielles, je pense qu'on va avoir des prix beaucoup plus intéressants. Et le NGS est rentré au Maroc. Donc, par rapport à ça, tu peux être un petit peu... D'où l'intérêt de mutualiser, parce que je pense que ça ne pourra pas se faire dans tous les laboratoires. Il faut mutualiser par région ou par ville. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est de voir la prévalence de le GFR chez nous autres Marocains. Bon, tu as une série de 40 malades, c'est très bien déjà, mais est-ce que ça suffit pour extrapoler? Non, d'ailleurs... Non, tu as raison, d'où mon invitation à réaliser des études multicentriques qui va regrouper des sujets maghrébins, au-delà du marocain. Population maghrébine, tant qu'à faire, autant le faire, parce que sinon ça va durer des plombs. Autant, voilà, il faut vraiment essayer de commencer à déjà demander les recherches mutationnelles, déjà, même si le malade est métastatique. Souvent on a encore le réflexe de dire, ah, il est métastatique, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, même si des patients métastatiques, je vous ai montré un cas, c'était parmi les premiers cas, quand même, une survie de... C'est l'indication justement, c'est dans les patients. Voilà, et métastatique est tout début, patient d'un bon état général. Exactement. Attends, donne-nous le micro. Tu as une voix qui porte, crie fort, ça va le faire. Merci. Je remarque sur la NGS, vous voulez parler de la NGS. La NGS qui est entrée au Maroc, à Casablanca, je pense, le panel c'est de 20 antigènes. Alors, l'NGS au niveau international, ce sont 400. Ça, c'est la première remarque. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être utile. L'NGS, c'est le séquençage génétique. Deuxièmement, on va se mettre dans le cas de bio, on a trouvé par exemple 5, 6, 7 ou 8 mutations avec la thérapie ciblée. Ce qui vient d'évoquer le professeur Savage, est-ce qu'on a les moyens vraiment pour proportionner le traitement chez ces patients-là? On est en train de payer, je pense, si je ne me trompe pas, 20 000 ou 22 000 dirhams en vain, parce qu'on va trouver une mutation, on ne va pas trouver les moyens pour payer le traitement. Voilà. Je pense que par rapport à ça, les consensus sont très clairs. Parce que les mutations, il y en a plein. Il y en a plein. Il faut cibler les plus fréquentes et il faut cibler celles auxquelles on peut opposer un traitement que nous avons. Donc c'est pas la peine d'aller chercher une mutation pour qu'on ne va pas traiter. Donc c'est pas la peine. Donc ça va être le GFR, ça va être le GFR, là, le ROS, peut-être grave en deuxième ligne. On a assisté hier à un propos sur la cigarette électronique, on a vu un peu les statistiques de l'Angleterre, où le taux de fumeur il est à 12%, par rapport à la France qui est à 30%, nous je crois on est un peu plus. On voit déjà le degré d'application de l'arrêt de tabac qui traîne depuis, je crois, 92. On n'a pas pu l'appliquer jusqu'à maintenant.
Je crois, si on adopte un peu le système anglophone où la relation entre médecin traitant et patient, où le médecin est payé en fonction de l'état de santé, disons, de la population. Donc si un médecin traitant a un taux de patients qui fument le moins, qui font du sport, etc., il est payé vraiment au maximum. Donc je crois qu'on doit agir plutôt à la source, puisque le combat pour essayer de pousser un peu les décideurs pour qu'ils puissent rembourser le traitement, ça va être un combat très très long. Je crois qu'on doit aussi penser à votre côté préventif. Juste pour te répondre, en fait, la prise en charge du cancer est une prise en charge globale. Bien évidemment, si je n'ai pas de diagnostic positif, je ne me casse pas la tête à faire la recherche mutationnelle, etc. Ça, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre en charge ces malades en disant on va attendre qu'ils aient le cancer avant de proposer une thérapie ciblée ou une immuno ou que sais-je. Non, c'est un tout. Il faudrait que... Maintenant, franchement, lancer, tu l'as dit toi-même, les décrets n'ont pas encore été appliqués. Et lancer la balle au médecin pour lui dire, tu sais, si ton patient est bon et qu'il est en bonne santé et qu'il arrête de fumer, je suis désolée, c'est une prise en charge là aussi globale. Il faut que les responsables prennent leurs responsabilités en interdisant le tabac dans les véhicules, en appliquant les décrets. Donc on ne peut pas prendre sur nos épaules, je suis désolée, une politique qui est là, avec juste des papiers, des choses sur papier qui n'est pas appliquée. C'est-à-dire c'est trop facile de dire, en Angleterre ça marche, parce que c'est appliqué, et c'est bien appliqué. Oui, ne cesse d'augmenter. Ça, vous le savez très bien, l'incidence de tabac ne cesse d'augmenter malgré les systèmes de lutte contre tabac, qu'ils soient européens, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens. On remarque une augmentation chez les jeunes, chez les moins jeunes aussi, c'est les intellectuels, chez les moins intellectuels. Alors soit on reste là, avec l'incidence qui augmente, le cancer il va être là. On fait comment? Soit on diagnostique ces malades à un stade précoce, et on peut proposer, vous savez, nous sommes des chirurgiens, donc c'est juste pour mettre la chirurgie quelque part. Donc voilà. Soit on essaie de proposer les malades à la chirurgie à un stade précoce, et vous ne le faites pas par ce type de diagnostic qu'on fait maintenant au Maroc. Si on ne fait pas un diagnostic précoce, vous pouvez le nommer diagnostic précoce, au dépistage de masse, au dépistage ciblé, ça, le terme on s'en fout. Le dépistage précoce, il est très important. Soit vous diagnostiquez des malades à un stade précoce et nous donnez les malades pour les opérer avec un pourcentage de survie à 5 ans qui dépasse les 80%, soit on diagnostique les malades les 80% à un stade 4, et là la survie à 5 ans c'est 0. Donc le diagnostic précoce est très important. Un autre c'est concernant juste l'immunothérapie et la thérapie ciblée. Notre but c'est opérer plus, réséquer plus, parce que la chirurgie c'est le traitement idéal. Donc, si on arrive à avoir ces malades, à rendre des malades non résécables en résécables, soit un type d'un traitement néoadjuvant qui soit immuno, qui soit chimio, ça va être un avantage. En plus, si on traite un malade stade 2, vous savez que la chirurgie est dans 70% par exemple, 60 à 70% de survie à 5 ans. Les 30%, ils passent, les 30%, ils décèdent. C'est pas par une autre maladie, c'est par métastase ou bien par une récidive locale. Si on donne un traitement adjuvant, et je reviens à l'étude Agora, ça c'est très important. C'est améliorer la survie à 5 ans, même si on opère des malades. Voilà. Alors, juste pour rebondir à ta réflexion, là aussi c'est pareil, hein, c'est un tout, c'est une prévention en amont sur la stratégie de sevrage tabagique et les mesures préventives. C'est un diagnostic précoce, et on l'a vu pendant la pandémie Covid, on a fait plein de scanners, même si c'était des bons ou mauvais scanners, on s'en fout, mais je pense que Simone va me confirmer, il n'a jamais autant opéré de cancer localisé que cette année, tant mieux pour lui, enfin c'est une vraie réalité, donc il faut instaurer un dépistage. Ce que tu as dit là, et effectivement sur l'observation, à un moment donné on s'est posé la question sur cette jeune femme. Le moment où elle a arrêté de progresser, c'est vrai, on s'est posé la question a posteriori. Elle était bien, elle était sous TKI, elle était très très bien. Mais le moment où elle était à 6 mois, où elle s'est devenue stabilisée, et on s'est posé la question quand on a revu le dossier, quand elle est redevenue métastatique et évolutive, est-ce qu'on n'aurait pas dû
l'opérer quand la tumeur était petite. Et on s'est posé la question, tu as totalement raison. Donc là, effectivement, on va voir aujourd'hui, enfin, d'ici quelques temps, un élargissement des indications, soit en néoadjuvant, soit en adjuvant, associé au traitement local, soit chirurgical, soit radiothérapie. Donc ça va venir